En attendant que ma fille sorte de l'école, une mère d'élève s'est tournée vers moi et m'a lancé « Dis-moi, ton ex-mari, il avait une barbe ?» J'ai eu un petit rire nerveux. Oui, pourquoi ?» Mais elle a brusquement crié « Non, 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 non !» en prenant ses jambes à son cou comme si j'avais la peste. J'ai haussé les épaules, un peu amusée, parce que franchement, parfois les mamans sont complètement à côté de la plaque. Mais le lendemain, ma fille est rentrée en larmes. « Maman, Léa m'a dit que sa mère lui interdisait de me parler. » Léa, c'était sa meilleure copine. J'ai aussitôt attrapé mon téléphone pour envoyer un message à la mère de Léa, histoire de comprendre ce qui se passait. Silence radio. J'ai alors tenté ma chance avec la maman d'Amélie, la troisième de leur petite bande. Toujours rien. Je venais à peine de réussir à calmer ma fille que la pizza est arrivée. D'habitude, c'est le Ya Patron 5000 qui livre, toujours avec sa bonne humeur, mais ce soir, il a juste déposé la boîte devant la porte et s'est volatilisé. « Georges, tu as oublié ton pourboire », ai-je lancé en agitant un billet de 20, mais il n'a même pas daigné se retourner. Les jours suivants ont été une vraie folie. Au foot, Hélène, qui d'habitude papote toujours avec moi, m'a à peine vu arriver qu'elle a collé son téléphone contre son oreille, juste pour faire semblant de parler à quelqu'un. « Hélène, qu'est-ce qu'il y a ?» Elle a chuchoté un vague « désolé » avant de filer à toute vitesse. On râlait toujours ensemble sur nos maris, avant. À présent, les autres parents passèrent leur temps à chuchoter et à se montrer des trucs sur leur téléphone, et dès que je m'approchais, hop, tout disparaissait comme par magie. Quand est arrivé jeudi, ma fille ne voulait plus aller à l'école. On l'avait éloignée de tous. Son bureau exilé à 3 bons mètres de celui de Léa. L'instit m'a sorti que c'était juste une question de place. Mais personne n'est dupe. J'ai tenté de changer les idées de ma fille en l'emmenant chez le coiffeur, mais la coiffeuse, en nous apercevant, a tout bonnement fermé boutique plus tôt, sans explication, retournant la pancarte et baissant les stores. Mon téléphone a vibré, c'était mon proprio. J'ai entendu ce qui se passe. Je suis désolée. Pour ce mois-ci, ne t'inquiète pas pour le loyer. Le même gars qui m'avait déjà facturé 50 € de pénalité pour un virement arrivé 1 minute en retard. Et puis, il y a eu l'anniversaire d'Amélie, la fameuse soirée pyjama. Ma fille a appris que tout le monde était invité sauf elle. Elle a tellement paniqué que j'ai dû appeler l'hôpital. Maman, qu'est-ce que j'ai fait? Amélie, c'était ma meilleure amie. Là, j'ai craqué. J'ai pris le téléphone et appelé le secrétariat de l'école. Il se passe quelque chose avec ma fille. Elle est mise à l'écart. J'ai besoin de savoir ce qui se passe, maintenant. La conseillère m'a rappelé dans l'heure, mais sa voix était bizarre. Chaque mot semblait peser. Madame Callahan, on voulait prendre des nouvelles de votre situation familiale. Est-ce que tout va bien chez vous? Quelqu'un de nouveau fréquente votre fille? Quoi? Mais enfin, vous insinuez quoi là? Je pense qu'il vaudrait mieux en discuter de vive voix. Pouvez-vous venir demain matin? Non. Je veux des explications tout de suite. Pourquoi traite-t-on ma fille comme ça? Silence. Le directeur vous expliquera demain. Et elle a raccroché. Vers 23h, je reçois un mail de ma salle de sport. Abonnement résilié. Effet immédiat. Ça faisait 5 ans que j'y allais. Le patron me connaissait par cœur. J'essayais de comprendre ce qui se tramait quand ma fille s'est blottie contre moi à 2h du matin, en pleurs. « Maman, est-ce que je suis moche ?» J'ai tout fait pour ne pas craquer. La dame de la cantine a même pas voulu me regarder aujourd'hui. Elle a juste pointé mon plateau. Là, j'ai fini par pleurer. Samedi matin, j'ai pris la direction du bureau du directeur, escortée par un agent de sécurité. Les autres parents, venus pour le sport, collaient littéralement leurs enfants contre le mur en nous voyant passer. Une mère a même fait barrage de son corps devant son fils, comme si on représentait un danger public. Arrivé dans le bureau, le directeur a fermé la porte à clé dans un silence gênant, et il a aussi tiré les stores. Ma fille me serrait la main de toutes ses forces. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je préfère rester debout. » Qu'est-ce qui se passe? Il s'est installé à son bureau, les doigts hésitants au-dessus du clavier, puis les a retirés. « Monsieur Griffin, vous me faites peur, là. Madame Callahan ?» Il fixait son écran, fuyant mon regard. « Quand avez-vous parlé à votre ex-mari pour la dernière fois? » À Noël, pourquoi? Et depuis, rien? Pas de contact? Non, juste quelques textos pour la garde, une fois de temps en temps. Où voulez-vous en venir? Il a hésité, a voulu me montrer son écran, puis l'a retourné vers lui. Nous avons reçu certaines informations à propos de votre ex-mari. Les parents... Quelles informations? De quoi vous parlez? Il faut que je vous montre quelque chose, mais... Préparez-vous. Mes jambes ont commencé à trembler. Je me suis assise avec ma fille sur les genoux. C'est tombé il y a 2 semaines. Les parents sont... Il s'est arrêté. Ils sont très inquiets. Il a finalement retourné l'écran. Site d'info local. Le titre m'a sauté aux yeux. Son visage aussi. Mon ex-mari, sur une photo prise en garde à vue. Les mots au-dessus de la photo m'ont glacé. J'ai dû m'agripper au bureau pour ne pas m'effondrer, alors que le titre tournait en boucle dans ma tête. Un habitant du coin arrêté dans un vaste réseau d'exploitation d'enfants, et tout s'est mis à tourner autour de moi. Le directeur a tendu la main pour me soutenir, alors que mes jambes me lâchaient, et que je m'effondrais sur la chaise, tenant ma fille contre moi, tandis que le visage de mon ex-mari s'affichait sur l'écran. Le directeur s'est mis à parler très vite,
expliquant que les parents avaient découvert l'article en ligne et le partagèrent dans un groupe Facebook privé depuis 2 semaines, que toute l'école était au courant. Ma fille, les yeux écarquillés, a tiré sur ma manche. Pourquoi il y a la photo de papa sur l'ordinateur? Impossible de dire un mot pendant que le directeur faisait défiler les captures d'écran des commentaires des parents. Il a pris un air grave, m'a dit qu'il savait que je n'y étais pour rien, mais que les autres exigeaient que l'école protège leurs enfants contre tout risque potentiel. Plusieurs familles avaient déjà menacé de retirer leurs enfants si la mienne restait inscrite, et le conseil d'administration était submergé d'appels réclamant notre exclusion immédiate. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai demandé ce que mon ex-mari avait fait exactement. Il a fait glisser une feuille imprimée vers moi, son doigt pointant la colonne des chefs d'accusation. L'article parlait de possession et de diffusion de contenu impliquant des mineurs, et en découvrant les détails, j'ai eu un haut le cœur. J'ai alors compris d'un seul coup pourquoi tout le monde nous fuyait comme la peste. Le directeur s'est levé et nous a proposé de sortir discrètement par la porte de service, car les parents arrivaient déjà pour le sport du samedi matin, et ils ne voulaient pas qu'on traverse la foule. Ma fille n'arrêtait pas de demander ce qui se passait pendant qu'il nous faisait longer un couloir désert, passer devant le placard du concierge, puis franchir une porte, réservée au personnel, qui donnait sur le parking à l'arrière. Elle ne saisissait pas pourquoi il fallait se cacher, répétant sans cesse qu'on n'avait rien fait de mal, pendant que je fouillais fébrilement dans mon sac à la recherche de mes clés de voiture, pressée de quitter les lieux au plus vite. Le retour m'a paru interminable. Ma fille posait des questions auxquelles je n'avais aucune réponse, et j'avais tellement les mains qui tremblaient que j'avais du mal à conduire. À peine arrivée à la maison, je me suis jetée sur mon ordinateur portable pour chercher des informations, découvrant avec stupeur 3 autres articles sur l'arrestation d'il y a 2 mois, qui m'avaient complètement échappé. Tous mentionnaient qu'il avait été interpellé lors d'une opération fédérale, rassemblant une vingtaine de suspects répartis dans plusieurs États, après plus d'1 an d'enquête. Les détails étaient insoutenables. Il était question de fichiers cryptés, de forums du dark web, et de la façon dont il l'avait retrouvé grâce à l'ordinateur professionnel qu'il utilisait sur 3 sites différents. Une collègue m'avait parlé de Kenneth Levitt, un avocat réputé en droit de la famille. Alors j'ai saisi mon téléphone et laissé un message désespéré où je lui expliquais la situation, le suppliant de me rappeler. Ma fille, assise sur le canapé, m'observait faire les 100 pas dans le salon et m'a demandé quand elle pourrait retourner à l'école pour revoir Léa, comme si tout pouvait redevenir normal. Moins d'1 heure plus tard, mon téléphone a sonné. Kenneth, d'une voix calme, m'a dit qu'il pouvait nous recevoir en urgence pour une consultation à 15 heures. Il m'a expliqué qu'il fallait agir sans tarder pour préserver mes droits de garde et l'accès à l'école de ma fille, avant que la situation ne dégénère auprès de l'école ou des autres parents. Je notais l'adresse de son cabinet lorsque la sonnette a retenti. En regardant dans l'œilleton, j'ai vu Hélène Dufoot, plantée en bas des escaliers avec un sac plastique à la main. Elle n'a pas voulu s'avancer lorsque j'ai ouvert, restant à distance, les yeux baissés, pour me dire qu'elle était désolée, mais que son mari refusait désormais que leur fils voie ma fille. Elle m'a tendu le sac contenant les affaires de sport oubliées à l'entraînement et est repartie en reculant, sans me laisser le temps de répondre. Ma fille s'est approchée de la fenêtre pour voir Hélène quasiment s'enfuir jusqu'à sa voiture et partir sans un regard pour nous. Elle s'est tournée vers moi, les larmes aux yeux. « C'est à cause de la photo de papa sur l'ordinateur ?» a-t-elle demandé, et je me suis retrouvée incapable de lui expliquer ce que moi-même, je comprenais à peine. Le reste de la matinée s'est passé dans une brume d'appels et de recherches, tandis que ma fille coloriait en silence à la table de la cuisine. Chaque article que je trouvais ajoutait une couche d'horreur à l'affaire et je refermais aussitôt l'ordinateur dès qu'elle s'approchait pour qu'elle ne voie pas les titres. Le cabinet de Kenneth se trouvait dans un immeuble du centre-ville et nous avons fait 3 fois le tour du quartier avant de trouver une place, ma fille se plaignant de la faim et voulant rentrer à la maison. La salle d'attente sentait le renfermer, encombrée de vieux magazines et animée par une fontaine à eau qui gargouillait, pendant qu'on patientait sur des chaises en plastique. Kenneth a ouvert la porte de son bureau pour nous faire entrer devant un mur tapissé de diplômes et de photos de famille. Ma fille suivant à contre-cœur, l'air craintif. Le bureau était meublé de fauteuils en cuir et d'un grand bureau en bois, couvert de piles de dossiers parfaitement alignés. Il a sorti un bloc-notes jaune et commencé à tout consigner. L'arrestation, les messages sur Facebook, la situation à l'école. Il a tapoté sur son ordinateur, puis m'a montré l'écran affichant les vrais registres d'arrestation issus de la base fédérale. Les chefs d'accusation me donnant la nausée, pendant que ma fille triturait une balle anti-stress posée sur le bureau. Les conditions de la libération sous caution étaient clairement notées, notamment l'obligation d'informer l'autre parent dans les 48 heures après la sortie, ce que mon ex avait complètement ignoré lors de notre dernière garde il y a 3 semaines. Kenneth m'a expliqué que rien que ça suffisait pour demander une garde d'urgence, et il a commencé à imprimer les formulaires, précisant que le tribunal prendrait cela très au sérieux vu la gravité des faits et le fait que mon ex m'en ait caché l'existence. Nous avons passé l'heure suivante à remplir la demande de garde exclusive et une ordonnance d'éloignement,
Kenneth me posant des questions pointues sur notre organisation et sur tout comportement récent inquiétant, pendant que ma fille dessinait avec les feutres qu'il réserve aux enfants. Il a transmis le dossier électroniquement sur le champ et a pris rendez-vous pour une audience en urgence la semaine suivante, m'expliquant que les juges réagissent rapidement quand des enfants peuvent être en danger, surtout si les conditions de la caution n'ont pas été respectées. Le retour à la maison m'a semblé irréel. Le sac rempli de papiers juridiques, avec ma fille qui demandait si son père allait aller en prison, pendant que j'essayais de lui répondre sans l'alarmer davantage. Ce soir-là, en préparant le dîner, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu, accompagné d'une capture d'écran d'une publication Facebook d'un groupe de parents, m'accusant d'être complice et d'avoir forcément été au courant de ce que faisait mon ex. Il y avait déjà plus de 50 commentaires, tous plus violents les uns que les autres, et 300 réactions furieuses de parents que je ne connaissais même pas, qui colportèrent des rumeurs sur notre famille. J'ai veillé jusqu'à 3 heures du matin, bien après que ma fille se soit endormie, à lire tous les articles sur ce qui nous tombait dessus, découvrant que mon ex utilisait depuis 2 ans les ordinateurs de son travail, sur 3 sites différents, pour accéder à du contenu illégal. L'enquête avait démarré quand l'équipe informatique, au cours d'une simple maintenance dans son bureau principal, était tombée sur des fichiers douteux et avait aussitôt alerté le FBI. Ce sont eux qui ont alors découvert qu'il reproduisait les mêmes agissements sur 2 autres sites clients où il se rendait régulièrement. Lire tous ces détails m'a rendu tellement mal que j'en ai eu la nausée, au point de devoir filer 2 fois aux toilettes, incapable de comprendre comment l'homme avec qui j'avais partagé 8 ans de ma vie avait pu mener une double vie pareille. Le lendemain matin, alors que ma fille prenait son petit déjeuner, mon téléphone a sonné. C'était Winifred Thornton, la psychologue scolaire, qui m'expliquait d'une voix douce mais ferme qu'il fallait organiser d'urgence une réunion pour évaluer la sécurité à l'école. Elle m'a précisé que c'était la procédure normale dans ce genre de situation et qu'elle tenait à nous accompagner pour que l'environnement scolaire reste le plus serein possible malgré tout. On s'est retrouvés l'après-midi même dans son petit bureau bourré de peluches et de posters positifs, pendant que ma fille patientait dehors avec la secrétaire en faisant un puzzle. À peine la porte refermée, Winifred m'a confié qu'elle était assaillie par des appels de parents paniqués depuis plusieurs jours, certains exigeant que ma fille soit retirée de l'école ou, au minimum, tenue à l'écart des autres enfants. Elle m'a assuré qu'elle faisait tout son possible pour nous défendre, mais qu'elle aurait besoin de documents pour soutenir sa position, prouver que nous ne représentions aucun danger et que ma fille avait parfaitement le droit de rester avec ses camarades. Je lui ai remis la demande de garde d'urgence que Kenneth m'avait donnée et je l'ai regardé lire chaque ligne, noter la violation de la caution ainsi que l'ordonnance d'éloignement que nous avions déposée. Elle a fait entrer ma fille et, tout en douceur, lui a posé des questions sur ce qu'elle vivait à l'école, pendant que j'essayais de ne pas craquer en l'entendant raconter que les enfants s'éloignaient d'elle à la cantine et que certains parents tiraient leur progéniture à part à la sortie. Winifred a tout noté en détail et m'a promis de signaler aussitôt ces faits de harcèlement aux enseignants, en mettant en place un dispositif pour protéger ma fille sans l'isoler davantage. Je lui ai expliqué que je n'étais au courant de rien concernant les agissements de mon ex et je lui ai montré des messages prouvant que nos rares échanges portaient uniquement sur l'organisation de la garde, rien d'autre. Elle m'a cru, tout en me prévenant que dans ce genre de contexte, la peur prenait souvent le pas sur la logique et que certains parents ne changeraient jamais d'avis, peu importe les preuves apportées. 2 jours plus tard, alors que je pliais du linge, on a frappé à la porte, me faisant sursauter. Par le Judas, j'ai aperçu un homme en polo, clipboard à la main, badge officiel autour du cou. Il s'est présenté « Je m'appelle Darren Phillips. Je travaille aux services sociaux. » Il m'a expliqué qu'un signalement anonyme avait été transmis, affirmant que je mettais ma fille en danger en la laissant côtoyer une personne connue pour son passé. Les mains tremblantes, je l'ai laissé entrer, consciente de n'avoir rien à cacher mais morte de peur à l'idée de ce que tout cela pouvait entraîner alors que notre vie partait déjà en vrille. Il a inspecté l'appartement, notant les serrures, la nourriture dans le frigo, l'état général, pendant que ma fille nous observait depuis l'embrasure de sa chambre. Il m'a demandé s'il pouvait discuter avec elle en privé et je suis restée dans la cuisine, à entendre sa petite voix depuis le salon. Maman n'a rien fait de mal, mais maintenant à l'école tout le monde nous déteste et je ne comprends pas pourquoi. Darren lui a posé des questions sur notre routine, qui venait à la maison, si elle se sentait en sécurité, tandis que j'écrasais ma tasse de café entre mes mains, persuadée qu'elle allait finir en miettes. Après 40 minutes, il est revenu vers moi. Je vois bien que c'est un cas de panique collective, mais je dois malgré tout poursuivre l'enquête. Cela prendra plusieurs semaines et nécessitera d'autres visites. Il a refermé son carnet et m'a regardé avec ce qui ressemblait à de la compassion. Le signalement mentionne que vous étiez au courant des accusations visant votre ex-mari et que vous continuiez à lui confier votre fille. J'ai senti mon estomac se tordre. Ce n'est pas vrai. Je n'étais au courant de rien avant aujourd'hui. Il a noté quelque chose en hochant la tête. Je comprends. Mais tant que l'audience pour la garde n'a pas eu lieu,
Je dois garder le dossier ouvert. Il m'a tendu sa carte. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de quoi que ce soit. À peine la porte refermée, j'ai appelé Kenneth qui m'a demandé de passer aussitôt à son cabinet. J'y suis allée sans tarder, ma fille à l'arrière, absorbée par un jeu sur mon téléphone. Kenneth nous attendait, une pile de papiers devant lui. J'ai consulté les dossiers du tribunal. Ton ex a été libéré sous caution il y a 3 semaines. Il m'a montré les conditions, notamment l'interdiction de contact avec des mineurs. Il ne t'a rien dit quand vous avez échangé au sujet de la garde? J'ai secoué la tête, écœurée. C'est une preuve cruciale pour nous. Il a fait des copies de tout, y compris de nos messages du dernier mois. Cette nuit-là, ma fille s'est réveillée en hurlant vers 3 heures du matin, tellement bouleversée qu'elle n'arrivait plus à respirer. Dans mon rêve, tout le monde à l'école disparaissait quand j'arrivais. Je l'ai serrée très fort alors qu'elle tremblait dans mes bras. Qu'est-ce que j'ai fait pour que tout le monde me déteste, maman? Je n'avais aucune réponse qui puisse la consoler. Le lendemain, Kenneth m'a appelé aux aurores. Je vais envoyer une plainte officielle à l'académie pour signaler le harcèlement que subit ta fille. Il a passé en revue chaque incident qu'on avait noté. Ils n'auront pas le choix. Ils devront agir pour garantir son droit à l'éducation. 2 heures plus tard, la principale m'a appelé. Le rectorat exigeait une réunion d'urgence. J'ai confié ma fille à la conseillère et je me suis retrouvée dans une salle de réunion pleine de gens en costume, 3 responsables en face de moi, visiblement mal à l'aise. La femme du milieu a parlé de responsabilité et de protocole de sécurité. Nous pensons qu'il serait préférable que votre fille soit accompagnée dans les couloirs et qu'elle déjeune au bureau de la conseillère. Je me suis levée si brusquement que ma chaise est tombée. Vous voulez encore la punir en l'isolant? Ils se sont regardés embarrassés. C'est une mesure de protection. J'ai frappé la table de la main. Elle reste en classe normale avec un accompagnement, sinon j'appelle mon avocat tout de suite. Le principal a toussé. On peut prévoir un suivi adapté avec des passages réguliers de Winifred dans la journée. Je me suis rassis. D'accord, mais il n'est plus question d'isolement. En rentrant à la maison, ma fille n'a pas dit un mot jusqu'à ce que vienne l'heure d'aller se coucher. Puis elle a sorti sa tablette pour me montrer une vidéo sur TikTok. Quelqu'un avait utilisé sa photo de classe et ajouté un message accusant son père d'être un prédateur. La vidéo avait déjà 12 000 vues. Les commentaires regorgèrent d'insultes contre toute notre famille. Certains prétendèrent que j'étais forcément au courant. D'autres affirmèrent que ma fille finirait comme lui. J'ai pris des captures d'écran pendant qu'elle pleurait, la tête enfouie dans son oreiller. J'ai signalé la vidéo sur TikTok, Instagram, Facebook, partout où elle circulait. Chaque plateforme avait son propre formulaire à remplir pour expliquer pourquoi c'était préjudiciable. Les heures ont filé alors que je documentais chaque commentaire et chaque pseudo. Kenneth a finalement décroché à 22 heures lorsque je l'ai appelé. C'est clairement du cyberharcèlement, on va l'ajouter au dossier. Continue à tout garder. Le lendemain matin, quelqu'un a frappé à notre porte. En jetant un œil par le Judas, j'ai vu Franck, notre voisin d'en face, un plat à la main. J'ai ouvert prudemment. J'ai fait trop de lasagne. Je me suis dit que ça vous ferait plaisir. Il a posé le plat sur le comptoir. Vous savez, tout le monde ne croit pas à ces histoires. Il m'a raconté que son frère avait un jour été injustement accusé de quelque chose de semblable. Il y a des années. Les gens peuvent devenir cruels quand ils ont peur. Il m'a tapé sur l'épaule et était reparti avant même que je puisse le remercier. Dans l'après-midi, Kenneth m'a appelé avec une nouvelle importante. L'audience d'urgence pour la garde est fixée à la semaine prochaine. Il faut qu'on se voie pour préparer les questions. Cusion, le juge voudra tout savoir sur la dissimulation de ton ex et la violation de sa liberté conditionnelle. On a passé 3 heures à anticiper tous les scénarios dans son bureau. Dis la vérité et reste calme, peu importe ce qu'on te demande. Il m'a montré des dossiers similaires où le parent non impliqué avait obtenu la garde exclusive. Avec ce qu'on a, vu son manque de transparence, j'ai confiance. Le juge va te donner raison. Pendant qu'on parlait, ma fille faisait ses devoirs dans la salle d'attente. Sur le chemin du retour, elle m'a demandé si son père serait présent à l'audience. Non, ma chérie, il n'y aura que maman et les avocats. Elle a simplement acquiescé et s'est replongée dans sa tablette. Cette nuit-là, impossible de fermer l'œil, tout ce qui s'était passé en 2 semaines me revenait en tête. Le monde de ma fille s'était effondré à cause d'une histoire dont elle ne comprenait même pas le sens. Le lendemain, à la sortie de l'école, j'ai encore surpris des parents à chuchoter et à désigner ma fille du doigt. Une mère a même tiré son fils sur le côté quand elle est passée. Mais Winifred est arrivée et a raccompagné ma fille jusqu'à la voiture, en personne. Aujourd'hui, ça s'est mieux passé. Ma fille a même esquissé un sourire sur le trajet du retour. Elle avait peint un arc-en-ciel en cours d'art plastique. C'était peu, mais c'était déjà ça. Le soir, Kenneth m'a envoyé un message pour dire qu'il avait déposé de nouvelles requêtes concernant le harcèlement. L'école allait maintenant devoir donner une réponse officielle. Tout était prêt pour le tribunal, chaque pièce soigneusement documentée. 3 jours plus tard, en attendant ma fille près de la voiture après l'école, j'ai aperçu Imogen Stewart arriver main dans la main avec elle. Sa prof d'art s'est penchée vers moi pour me glisser à l'oreille que si jamais ma fille avait besoin d'un endroit au calme pour déjeuner, sa salle lui était ouverte. Pour la première fois depuis des semaines,
j'ai vu le visage de ma fille vraiment s'illuminer. Le lendemain, elle est rentrée avec une toile couverte de jaune et d'orange éclatant. Elle m'a raconté comment Imogen lui avait expliqué que les couleurs chaudes rendaient les gens heureux. Les jours suivants, elle a déjeuné dans la salle d'art, apprenant à mélanger les couleurs et à peindre des fleurs. Elle a arrêté de pleurer le soir, me parlant plutôt de ses techniques de peinture. J'ai alors décidé d'écrire un mail à la liste des parents pour expliquer que ma fille et moi étions aussi des victimes. Je suis restée sobre et factuelle, précisant que nous n'avions aucune connaissance des actes de mon ex-mari. 2 heures plus tard, quelqu'un avait déjà partagé mon message sur le groupe Facebook de l'école avec un commentaire qui me traitait de menteuse. D'autres parents en ont rajouté, disant que j'avais sûrement deviné que quelque chose clochait. Les commentaires devenaient de plus en plus durs, à tel point que j'ai fini par fermer mon ordinateur. Kenneth m'a appelé le lendemain matin pour m'annoncer que l'audience d'urgence aurait lieu dans l'après-midi même. La salle du tribunal était petite et glaciale. Il n'y avait que Kenneth, l'avocat de mon ex, et moi. La juge a étudié les procès-verbaux d'arrestation et les documents sur la violation de la liberté conditionnelle que Kenneth avait fournis. Elle m'a posé quelques questions sur la dernière fois où j'avais su où se trouvait mon ex. En 20 minutes, elle m'a accordé la garde exclusive en urgence, ainsi qu'une ordonnance d'éloignement. Devant le tribunal, Kenneth m'a serré la main, estimant qu'on avait remporté une victoire nette. Mais moi, je me sentais juste vidée. L'ordonnance signifiait que mon ex n'avait plus le droit de s'approcher à moins de 150 mètres de nous. Le soir même, le directeur de l'école m'a envoyé un mail, pièce jointe à l'appui. Une pétition signée par certains parents réclamant le transfert de ma fille dans un autre secteur scolaire, pour la sécurité de tous. Il s'est excusé, expliquant qu'il était obligé d'enregistrer la démarche pour des raisons juridiques. Plus de 40 parents avaient déjà signé, exigeant une réaction immédiate. Ma fille faisait ses devoirs quand, à la sortie de l'école le lendemain, elle a entendu 2 mamans discuter. Elle disait que Hélène avait créé le groupe Facebook juste après la parution de l'article de presse. J'ai senti la trahison me saisir, car Hélène m'avait souri pendant des semaines tout en répandant des rumeurs à mon sujet. Elle savait parfaitement ce qu'elle faisait et continuait à prétendre être désolée. Je l'ai croisée au supermarché ce week-end-là, rayon fruits et légumes. Je suis allée droit vers elle et je lui ai dit calmement qu'elle était en train de briser la vie d'une enfant innocente. Elle a bafouillé qu'elle voulait juste protéger les enfants d'un danger. Je lui ai répondu qu'elle venait de gâcher la vie de ma fille. Puis je suis partie tandis qu'elle m'appelait. Ces excuses maladroites me sont restées en tête jusqu'au parking. Le lundi matin, en ouvrant la porte pour prendre le journal, je suis tombée sur un graffiti à la bombe rouge. « Protégeons nos enfants », écrit en énormes lettres sur la porte de notre appartement. J'ai pris des photos sous tous les angles, puis j'ai appelé la police pour déposer plainte. L'agent qui s'est déplacé a été très à l'écoute, mais il m'a prévenu qu'en l'absence de caméra, ils auraient bien du mal à agir concrètement. Il a enregistré ma plainte et m'a remis un numéro de dossier à transmettre à l'assurance. Kenneth est passé dans l'après-midi, armé d'un kit de vidéosurveillance tout juste acheté chez le bricoleur du coin. On a passé 3 heures à tout installer au-dessus de la porte et à mettre le système d'enregistrement en marche. Il m'a parlé de la possibilité de porter plainte contre certains parents pour diffamation et harcèlement et voulait qu'on garde des traces de tout, au cas où on déciderait de lancer une procédure civile plus tard. La caméra servirait de preuve si jamais il se passait encore quelque chose devant la porte. 2 jours plus tard, Darren, de la protection de l'enfance, a frappé à ma porte avec un dossier sous le bras. Il m'a adressé un sourire et m'a annoncé la meilleure nouvelle possible. L'enquête était classée sans suite. Il n'avait aucune inquiétude sur ma façon d'être mère, ni sur l'environnement de ma fille. Il s'est installé à la table de la cuisine pour finaliser la paperasse pendant que ma fille regardait la télé. Il a glissé qu'il avait rarement vu un tel cas d'emballement collectif, où des innocents se retrouvent accusés sans raison. Le signalement anonyme était totalement infondé et venait sûrement d'un parent de l'école. Avant de repartir, il nous a souhaité bon courage, en espérant que les choses se tasseraient vite. Le soir venu, j'ai préparé les spaghettis préférés de ma fille et nous avons dîné dans un calme inhabituel. Elle m'a demandé si toutes ces histoires allaient enfin s'arrêter. Je lui ai assuré que ça finirait par aller mieux, même si au fond, je n'en étais pas convaincue. Le lendemain matin, Imogen m'a appelé pour m'annoncer qu'elle avait trouvé un groupe d'art en ligne où des enfants pourraient discuter et dessiner ensemble. De quoi aider ma fille à se faire de nouveaux amis. J'ai sauté sur l'occasion et l'ai inscrite dans l'après-midi. Je l'ai regardée, nerveuse, écrire dans le chat au sujet de ses couleurs et styles de dessin préférés. Il n'a pas fallu 1 heure avant qu'elle ne fasse une visioconférence avec une certaine Sophie qui vivait à 3 états de là et partageait sa passion pour les mangas. Elles ont passé 2 heures à dessiner des personnages ensemble, tandis que je restais dans la cuisine à essayer de retenir mes larmes en entendant ma fille rire pour de vrai. Sophie ignorait tout de notre histoire et traitait ma fille comme n'importe quelle autre, ce qui lui faisait un bien fou. Ce soir-là, la direction de l'école a envoyé un mail collectif pour rappeler la tolérance zéro contre le harcèlement, en mettant en garde contre les rumeurs qui circulaient sur les réseaux sociaux. Ma boîte mail a aussitôt été envahie de réponses groupées de parents,
justifiant leur comportement, affirmant que l'école devrait se focaliser sur les vrais dangers au lieu de leur donner des leçons de morale. La réponse d'Hélène battait tous les records. Un long message expliquant que les parents avaient le droit d'être mis au courant des dangers potentiels dans la communauté. J'ai tout supprimé, n'ayant plus la force de répondre, et je me suis concentrée sur les devoirs de maths de ma fille. Le lendemain, Kenneth m'a appelé pour fixer un rendez-vous afin de préparer le procès pénal de mon ex, au cas où je devrais témoigner. On s'est retrouvés à son cabinet, où il m'a expliqué les questions que le procureur pourrait poser sur notre mariage ou la garde de notre fille. Il m'a fait m'exercer à garder mon calme en racontant les moments difficiles, la découverte des accusations et leurs conséquences sur ma fille. Mes mains tremblaient sans arrêt, mais Kenneth m'a rassurée. C'était normal, les juges savant bien que les témoins sont nerveux. Il m'a même appris quelques exercices de respiration à faire si je me sentais dépassée au tribunal. 3 jours plus tard, la juge des affaires familiales a signé la décision m'accordant la garde exclusive, retirant à mon ex tous ses droits parentaux. Les papiers précisaient que ses droits étaient suspendus en attendant le verdict du procès, mais Kenneth m'a confié qu'en réalité, c'était définitif. Ma fille était dans le salon quand je suis rentrée. Je lui ai dit que son papa ne viendrait plus la voir, et même si elle ne savait pas tout, elle a compris l'essentiel. Elle a hoché la tête et s'est remise à dessiner avec Sophie sur sa tablette. Le lendemain matin, petite surprise, ma fille est rentrée en m'apprenant que sa maîtresse avait rapproché son bureau de ceux des autres enfants. Officiellement, c'était pour un nouveau plan de classe, mais ma fille a bien senti que les choses commençaient à s'arranger. Elle pouvait enfin entendre ce que disaient les autres pendant les travaux en groupe, au lieu d'être mise à l'écart. À la récréation, mercredi, il s'est passé un petit miracle dont ma fille n'a pas cessé de parler. Leia lui a discrètement fait coucou, alors qu'aucun parent ne regardait, près des balançoires. C'était furtif. Leia avait d'abord vérifié que personne ne la voyait, mais elle a bel et bien fait signe et a même esquissé un sourire. Ma fille a passé la soirée à dessiner 2 filles sur des balançoires, un dessin qu'elle voulait offrir à Leia si l'occasion se présentait. Le journal local, jeudi, a publié une tribune sur la logique de meute et notre tendance à juger trop vite à l'ère d'Internet. Nos noms n'étaient pas cités, mais il était évident que c'était de nous qu'il s'agissait. L'auteur expliquait comment les réseaux sociaux peuvent briser la vie d'innocents avant même que les faits soient établis et se demandait si protéger les enfants justifiait vraiment de faire autant de dégâts collatéraux. Mon téléphone a vibré avec 3 messages d'excuses de parents qui se sont sentis visés par l'article, même si aucun n'a proposé d'agir pour réparer quoi que ce soit. Vendredi après-midi, message inattendu d'une certaine Marisa, qui disait être aussi une mère célibataire, passée par une expérience similaire l'an dernier. Son ex-mari avait été accusé à tort de trafic de drogue, et toute l'école s'était retournée contre eux pendant des mois, jusqu'à ce que la vérité éclate. Elle me proposait de prendre un café pour partager ce qui leur avait permis de survivre à l'isolement et aux rumeurs. J'ai accepté sur le champ. J'avais tellement besoin de parler à quelqu'un qui comprenait vraiment ce que je vivais. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café du centre-ville, où Marisa m'a conseillé de tout consigner par écrit et d'inscrire son fils à des activités loin de l'école. Elle m'a confié que le pire, c'était de voir son enfant perdre ses amis à cause de rumeurs sans fondement, mais qu'avec le temps, certaines familles avaient fini par revenir vers eux une fois la tempête passée. Le mardi suivant, Darren, des services sociaux, est venu frapper à ma porte avec les derniers papiers qui fermaient officiellement notre dossier, sans la moindre remarque négative. Il s'est installé à ma table de cuisine pour remplir la paperasse, puis il m'a soufflé à voix basse que la personne à l'origine du signalement anonyme devrait avoir honte d'avoir détourné les services de protection de l'enfance contre une famille innocente. Il nous a souhaité bonne chance et m'a confié qu'il avait trop souvent été témoin de situations où la panique générale finissait par nuire aux enfants qu'on était censé protéger. L'après-midi même, ma fille avait entraînement de foot. J'ai bien failli ne pas l'y emmener tant les semaines précédentes avaient été éprouvantes, avec les autres enfants qui refusaient de lui passer le ballon. Mais elle voulait y retourner, alors on y est allé, et je me suis installée en retrait sur les gradins, comme d'habitude, loin des autres parents. 20 minutes après le début de l'entraînement, quelque chose a changé. L'entraîneur a rassemblé toute l'équipe pour une discussion qui semblait sérieuse. Quand ils ont repris, ma fille a enfin reçu le ballon, une première depuis plus d'1 mois. Elle a été tellement surprise qu'elle a failli le louper, mais elle s'est reprise, a contrôlé et a filé vers le but. La gardienne n'a presque pas bougé et elle a marqué, sous les applaudissements et les encouragements enthousiastes de l'entraîneur. Elle est revenue à sa place avec un sourire que je ne lui avais pas vu depuis des semaines, et une coéquipière lui a furtivement tapé dans la main, à l'abri des regards des parents. 3 jours plus tard, le facteur a sonné à la porte au lieu de déposer le courrier dans la boîte, et m'a tendu une grosse enveloppe à signer. Je l'ai ouverte sur le seuil, et j'ai tout de suite vu le sceau officiel du tribunal, avec « Assignation à comparaître » écrit en haut et le numéro de dossier de mon ex en dessous. Le document m'informait que je devais témoigner devant le tribunal fédéral dans 3 mois, en détaillant les sanctions en cas d'absence, comme l'arrestation ou des amendes.
Mes mains tremblaient en essayant de comprendre ce jargon juridique, alors que je n'étais impliquée dans aucune de ces affaires. J'ai compris que ce cauchemar continuerait encore des mois, avec des audiences et des témoignages sur notre mariage et ses droits de visite auprès de notre fille. J'ai aussitôt appelé Kenneth, qui m'a dit que c'était prévisible. En tant qu'ex-femme, il était normal qu'on me demande si j'avais des informations sur ses activités ou sur l'utilisation de son ordinateur pendant notre mariage. 2 jours plus tard, je me retrouvais dans une salle de réunion du bureau du procureur, où une avocate m'expliquait ce qui se passerait au procès. Elle a étalé des documents devant moi pour illustrer le genre de questions auxquelles j'aurais droit, surtout sur la garde de notre fille, et sur d'éventuels moments où il aurait pu se retrouver seul avec elle ou ses amis. Elle m'a rassurée en précisant qu'on n'obligerait jamais ma fille à témoigner et que son existence ne serait évoquée que pour poser le cadre de la garde, sans jamais citer son nom à l'audience. La procureure m'a indiqué que mon témoignage serait bref, limité à la chronologie de notre divorce et à ses droits de visite. Puis m'a donné sa carte en me demandant de la contacter si un souvenir particulier concernant son comportement avec des enfants me revenait. Cette même semaine, lors d'un nouvel entraînement, j'ai remarqué que l'entraîneur avait affiché de grands panneaux sur le comportement attendu des parents au bord du terrain, avec des consignes sur la distance à respecter et l'interdiction absolue de tout commentaire négatif à l'égard d'un enfant. Avant le début, il a fait le tour du terrain pour expliquer la nouvelle règle aux parents, précisant que tout manquement entraînerait une exclusion immédiate. Pendant le match, 2 mamans se sont mises à chuchoter en nous montrant du doigt, mais l'entraîneur est allé les voir et leur a lancé « Concentrez-vous sur le match ou retournez à votre voiture ». Elles ont eu l'air prises de court, mais se sont tues, et l'une d'elles m'a même adressé un regard d'excuse un peu plus tard. Le lendemain matin, je recevais une lettre recommandée de notre propriétaire, nous informant qu'il ne renouvelait pas notre bail pour cause de multiples infractions, comme du bruit excessif et la présence de personnes non autorisées. Je savais parfaitement que c'était inventé. Nous étions les locataires les plus discrets de l'immeuble et personne ne venait jamais dormir chez nous. Kenneth m'a expliqué qu'une contestation prendrait des mois devant le tribunal du logement. Il a appelé l'avocat du propriétaire et a trouvé un compromis. On partirait volontairement sous 60 jours, mais à condition d'obtenir une lettre de référence neutre pour notre futur appartement. Cela donnait l'impression de céder, mais Kenneth disait qu'il valait parfois mieux reculer un moment plutôt que de s'épuiser dans une guerre sans fin. Les 2 semaines suivantes ont été rythmées par les visites d'appartements dans le même secteur scolaire, pour éviter à ma fille de changer d'école en plus du reste. Presque tous les propriétaires faisaient des enquêtes, qui faisaient vite ressortir les articles de presse, et soudain plus aucun logement n'était disponible, mais Kenneth a fini par en dénicher un grâce à un client qui possédait plusieurs immeubles. L'appartement était plus petit, plus cher, mais le propriétaire a accepté de nous le louer après que Kenneth soit venu plaider notre cause en expliquant la situation. Ma fille a participé au carton et m'a surprise en souhaitant donner la plupart de ses jouets à une association. Elle a gardé ses affaires de dessin et toutes ses peintures réalisées avec Imogen lors des déjeuners solitaires, mais le reste, disait-elle, lui rappelait l'époque où ses amis venaient à la maison. On a préparé 6 cartons pour la collecte, et elle avait l'air plus légère, presque soulagée d'avoir choisi ce qu'elle voulait garder et ce dont elle était prête à se séparer. Le jour du déménagement, Frank s'est pointé avec son camion, sans même que je le lui ai demandé. Il a chargé les cartons pendant que les autres voisins nous épiaient à travers leurs fenêtres et que des enfants nous observaient depuis l'aire de jeu. Ma fille a traversé une dernière fois notre ancien appartement, puis s'est arrêtée devant la porte d'entrée, à l'endroit même où nous avions repeint pour recouvrir les graffitis haineux. Elle a effleuré la porte du bout des doigts et lui a dit au revoir, comme à une amie qui nous aurait protégés. Le nouvel appartement se trouvait au 3e étage, avec de grandes fenêtres et un parquet qui grinçait sous nos pas. Ma fille a opté pour la plus petite chambre, tout simplement parce que la lumière y était idéale pour peindre, et aussitôt, elle s'est mise à imaginer où elle pourrait accrocher ses tableaux. Elle a pris la mesure des murs avec ses mains, décidé où iraient ses œuvres pendant que, moi, je m'attelais au carton de la cuisine. L'appartement était bien plus tranquille que notre ancien logement. Pas de voisins au-dessus, ni en dessous, et pas de murs partagés. Ce week-end-là, elle m'a demandé si son amie artiste, rencontrée en ligne, pouvait la voir en vrai. Elle bavardait en visio depuis des semaines à propos de leurs dessins, et j'étais un peu nerveuse, mais j'ai accepté qu'elle se retrouve à la glacerie du centre-ville, là où je pourrais garder un œil sur elle depuis une table voisine. L'autre fille était exactement comme ma fille l'avait décrite. Des mèches violettes, de la peinture sous les ongles. Elles se sont sautées dans les bras comme si elles se connaissaient depuis toujours et ont passé 2 heures à rire autour de leur coupe glacée, à feuilleter leur carnet de croquis. Voir ma fille rire, partager un moment avec quelqu'un de son âge qui ignorait tout de notre passé, c'était comme assister à quelque chose de rare et de précieux. Quelques jours plus tard, au parc près de chez nous, je poussais ma fille sur la balançoire alors qu'elle apprenait à se balancer plus haut toute seule. Une autre maman était assise sur le banc à côté, regardant sa propre fille,
et on s'est mise à discuter de la vitesse à laquelle grandissent les enfants. Elle m'a confié que sa fille avait du mal avec la lecture et m'a demandé si je connaissais de bons professeurs particuliers dans le coin. Je lui ai raconté qu'avant les événements, j'aidais souvent en classe et j'ai proposé d'aider sa fille gratuitement, simplement pour rendre service. Elle m'a remercié d'un sourire, attendu son téléphone pour que j'y note mon numéro, sans même me demander mon nom de famille, ni essayer de me chercher sur Internet. 3 jours plus tard, alors que je faisais encore du tri dans les cartons, mon téléphone a sonné et le nom de Kenneth s'est affiché. Il m'a annoncé que mon ex avait accepté un accord ce matin-là. 5 ans dans une prison fédérale, sans possibilité de libération anticipée. J'ai senti ma main trembler en posant le carton de vaisselle que je tenais. Kenneth m'a expliqué que cela voulait dire qu'il n'y aurait ni procès, ni besoin que je témoigne. Ce qui était un soulagement, mais que, du même coup, ma fille n'aurait jamais de réponse sur les raisons qui avaient poussé son père à faire tout ça. J'ai raccroché, et je suis restée là, debout au milieu du salon à moitié en désordre, partagée entre le soulagement de savoir qu'il ne pourrait plus faire de mal et l'immense tristesse devant le père que ma fille avait définitivement perdu. Ce soir-là, j'ai fait le ménage dans mon téléphone. Facebook supprimé, toutes les applications d'alerte concernant l'affaire effacées, marre des notifications et des commentaires de parents qui entretenaient un climat de crise dont on avait besoin de sortir. J'ai aussi désactivé les alertes Google, décidant qu'à partir de maintenant, on déciderait nous-mêmes des informations qui feraient partie de notre vie, au lieu de les laisser s'imposer à nous. Le lendemain, en rentrant de l'école, ma fille m'a raconté qu'un camarade lui avait posé une question sur son père pendant la récré. Elle a utilisé la phrase exacte que Winifred lui avait apprise, disant que c'était une affaire privée et qu'elle ne voulait pas en parler. L'autre enfant a haussé les épaules et lui a proposé une partie de balle au prisonnier à la place. Elle s'entraînait parfois devant le miroir à sortir ces phrases, et à force de les répéter en classe, elle arrivait de mieux en mieux à se protéger tout en restant ouverte aux autres. 2 semaines avant la fin de l'année scolaire, je me suis retrouvée dans le bureau du directeur pour notre rendez-vous habituel. Il a reconnu qu'il aurait pu gérer la situation différemment dès le début. Il a fait glisser un dossier vers moi, rempli d'informations pour l'an prochain, notamment un programme de mentorat pour aider ma fille à s'intégrer avec l'aide d'un élève plus âgé. Il a aussi précisé qu'après ce qu'on avait traversé, il changerait la façon dont l'école prend en compte les inquiétudes des parents. J'ai hoché la tête en prenant le dossier, sans rien ajouter, car ce qui était fait, était fait. Le dernier jour d'école, ma fille est rentrée en trombe à l'appartement, toute fière de me montrer son carnet de fin d'année et les 3 signatures qu'elle avait récoltées. L'une d'Imogen avec un mot sur le stage d'art, une autre d'une camarade de maths, et la 3e la faisait rayonner, parce que c'était Léa qui avait écrit « Bel été », avec un petit cœur. Ce n'était que 3 signatures, loin des pages qu'elle avait autrefois, mais c'était déjà tellement plus qu'il y a 2 mois, et ça comptait vraiment. Ce week-end-là, j'ai rangé nos photos, les séparant en 2 piles. Les bons souvenirs dans un album sur l'étagère, à portée de main pour ma fille, et les souvenirs douloureux, articles sur l'arrestation, capture d'écran de messages blessants, dans une boîte rangée au fond du placard, pour plus tard, quand elle serait prête à poser des questions. Pour l'instant, on avait décidé de se tourner vers l'avenir, pas vers ce qu'on avait perdu. Je l'ai inscrite à plusieurs activités pour l'été, dont 2 séances par semaine avec une psychologue, spécialisée dans les enfants ayant vécu des traumatismes. Imogen avait suggéré un stage d'art au centre communautaire le matin, ce qui ravissait ma fille à l'idée de passer 2 semaines à peindre et dessiner avec d'autres passionnés. J'ai aussi trouvé une équipe de foot au centre sportif de l'autre côté de la ville, où personne ne connaissait notre histoire et où elle pouvait juste être une enfant comme les autres, jouer à son sport préféré. Ce n'était que de petits pas vers une vie normale, mais ils allaient dans la bonne direction. Le premier vendredi de juin, on a commandé une pizza qu'on a mangée sur notre nouveau balcon, en profitant du coucher de soleil sur les immeubles. Ma fille avait installé son chevalet dans un coin et ajouté les dernières touches à une toile sur laquelle elle travaillait depuis des jours. Elle me l'a montré fièrement. On y voyait une fille debout au beau milieu d'une tempête, la pluie et le vent tournoyant autour d'elle, mais elle restait droite, sans plier ni rompre. Son visage était calme, ses pieds fermement ancrés au sol, alors que tout bougeait autour d'elle. Ma fille m'a raconté qu'elle avait réalisé ce tableau pendant une séance d'art-thérapie, et que c'était sa façon d'exprimer comment elle se sentait aujourd'hui, par rapport à il y a 2 mois, au tout début de cette histoire. On est restés là, toutes les deux, à savourer notre pizza en regardant le ciel se teinter d'orange et de rose, pendant qu'elle me décrivait les nouvelles techniques qu'Imogen lui avait enseignées pour donner du mouvement à ses œuvres. Ce soir-là, il n'y a pas eu de larmes pour les amis perdus, ni de questions sur la méchanceté des autres, ni d'angoisse face à l'avenir ou à ce que les gens pourraient penser. Juste nous deux, tranquilles sur notre petit balcon, avec notre pizza, ses pinceaux, et cette impression douce et silencieuse que, pas à pas, nous étions en train de recoller les morceaux de notre vie. En tout cas, merci d'être resté avec moi à travers toutes ces interrogations et ces confidences aujourd'hui. J'ai vraiment apprécié partager tout ça avec vous et voir où tout cela nous menait. Si vous êtes allés jusqu'au bout,
Laissez-moi un commentaire. J'adore lire chacun de vos messages.